Et je te passe le micro. Merci. Bon, merci. On passe à la deuxième présentation. Le docteur Fernando Alvarez, c'était un ancien élève à nous qui maintenant travaille à Paul-Brousse. Et il fait son stage à Paul-Brousse. Il va vous montrer une tactique opératoire qu'on a beaucoup développée chez nous et que, comme vous savez, les premières présentations étaient les aliments qu'on a montré l'association de la partition hépatique et la ligature portale pour faire des hépatectomies en 2 temps. Et il va nous montrer le présent et l'avenir de cette expérience qu'on a beaucoup développée à notre service à l'hôpital italien à Buenos Aires. Docteur Alvarez. Bon, merci beaucoup pour cette invitation, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, Messieurs et Mesdames les académiciens. C'est un honneur pour moi de faire cette présentation devant vous. Après une brève introduction, je vais faire le point sur les indications du ALPS, les avantages et inconvénients de la stratégie, son profil de sécurité, les résultats oncologiques à court terme et les possibles perspectives futures. Quand on considère les différents aspects d'évaluation préopératoire du parenchyme hépatique, le volume de photos foie restant représente sans doute un important déterminant de la résécabilité des malades et il est d'un intérêt particulier pour les chirurgiens étant donné que c'est un facteur que l'on peut modifier. En fait, pour minimiser le risque de défaillance hépatique post-opératoire chez les patients ayant un petit futur foie restant, et toutes ces stratégies que vous pouvez voir là, comme la embolisation portale, la chirurgie en 2 temps proposée par le professeur Adam et le groupe de Paul-Brousse, et même la combinaison avec soit embolisation portale ou ligature portale, et plus récemment l'embolisation des veines sous-hépatiques, toutes ces stratégies ont été proposées avec des résultats satisfaisants. Cependant, on sait qu'il faut attendre entre 1 et 3 mois pour avoir une hypertrophie qui va être rarement supérieure à 40%. Dans ces scénarios, entre 25 et 40% des patients n'y arriveront jamais à la résection, soit à cause d'une hypertrophie insuffisante ou à cause d'une progression de la maladie dans la période d'intervalle, comme vous pouvez voir chez ces patients qui développaient après une embolisation portale de la maladie contralatérale. En 2012, un groupe allemand a publié dans Annals of Surgery un papier décrivant une nouvelle stratégie en 2 temps qui combine une partition du foie plus la ligature de la branche portale droite. Avec ces stratégies, ils sont obtenus un 74% d'hypertrophie de futur foie restant en 9 jours, avec un taux de réségabilité qui était de 100%, mais aussi, comme vous pouvez le voir, avec des taux de morbidité et mortalité aussi élevés. Dans son éditorial à ces documents, le professeur de Santibáñez et Cavien introduisent l'acronyme ALP pour cette procédure, nom qui a été largement adopté pour la communauté internationale. Ce qui caractérise l'approche d'ALPS est l'induction d'une augmentation massive et accélérée du volume du futur foie restant, comme vous pouvez le voir chez ces patients que l'on a opéré à l'hôpital italien et on a obtenu un 120% d'hypertrophie en 7 jours. Par rapport aux indications du ALPS, bien évidemment, l'indication du ALPS, d'une manière générale, on pourrait dire, pour les tumeurs hépatiques primitives ou secondaires de foie, on était considéré comme non résécable en raison d'un futur foie restant insuffisant. Mais à l'hôpital italien de Buenos Aires, ça doit être forcément associé soit à une maladie bilobale extensive, où on sait qu'on ne peut pas faire une embolisation portale, soit à une marche tumorale très proche du futur foie restant, où on sait que si on fait une embolisation portale de le côté contralatéral, il y a un risque de progression de la maladie et invasion de le futur foie restant. L'échec de l'embolisation portale ou la ligature portale ont été prouvés déjà comme une bonne indication aussi pour les ALPS, ou la nécessité d'une grande hypertrophie chez les patients qui ont un très petit futur foie restant, comme vous pouvez voir sur ces malades, où les stratégies classiques probablement ne seront pas suffisantes. Et comme toute approche, il y a des avantages, mais aussi des inconvénients. Eh bien, comme vous pouvez le voir ici, l'ALPS offre clairement une capacité plus élevée d'hypertrophie que les stratégies classiques, dans un intervalle plus court de temps, fait qu'il est associé à un taux plus élevé de résécabilité des malades et avec moins d'adhérence dans les deuxième temps. Aussi, l'ALPS a montré, comme je viens de dire, qu'on peut faire le salvage des patients après l'échec d'une embolisation portale ou une ligature portale. Et dans la majorité des cas, le traitement peut être complété dans une seule hospitalisation. Cependant, il y a des inconvénients aussi,
Et peut-être le plus important, c'est l'impossibilité d'avoir un test biologique dans un intervalle très court de temps et des taux de morbidité et mortalité élevés. Et concernant justement la sécurité de la procédure, quand l'ALPS est apparu, on a tous pensé qu'il signifierait les fins de l'insuffisance hépatique post-hépatectomie. Toutefois, la réalité était vraiment différente. Lorsque nous analysons la dernière communication du registre international de ALPS, c'est chez 320 patients, nous pouvons constater que la mortalité globale à 90 jours était presque de 9%, mais il est plus intéressant de remarquer que l'insuffisance hépatique post-opératoire était à 14% après le premier temps et 30% après le deuxième temps de ALPS. Et aussi important, 75% de tous les décès étaient dus à une insuffisance hépatique et 93% de tous les décès sont survenus après le deuxième temps de ALPS. En ce qui concerne la liste des facteurs de risque de mortalité, les patients ayant un âge supérieur à 60 ans, un score supérieur à 10 avant le deuxième temps et une insuffisance hépatique après le premier temps ont un risque significativement supérieur de mortalité. C'est-à-dire, il ne faut pas faire le deuxième temps d'ALPS dans un patient ayant un bilan hépatique anormal, parce que parfois l'hypertrophie accélérée qui est suffisante ne se traduit pas nécessairement par une augmentation aussi accélérée de la fonction hépatique. Mais aussi le type de tumeur est un facteur très important lié aux résultats immédiats. Comme vous pouvez le voir ici, les patients ayant une métastase de cancer colorectal ont les meilleurs résultats en termes de complications et mortalité. Dans notre série prospective à l'hôpital italien sur 30 patients qu'on a publié dans Annals of Surgery l'année dernière, on est arrivé à la résection complète en 97% des patients avec une hypertrophie moyenne de presque 97% à 6 jours et avec des taux de morbidité et mortalité tout à fait acceptables, étant de 6,6% pour la mortalité globale, mais 0% pour la métastase de cancer colorectal. Par rapport aux complications, nous avons trouvé que la partition partielle du foie était associée à un taux significativement plus bas de complications avec une induction d'hypertrophie comparable. Et aussi, ça c'est un facteur très important, qu'aucun patient dont la fonction sectorielle du futur foie restant représentait au moins 30% de la fonction hépatique globale, ça c'est par IDA qui ont fait de manière routinière quand on fait les ALPS, avait développé de l'insuffisance hépatique post-hépatectomie. Donc à la fin, lorsqu'on voit la morbidité et mortalité du ALPS dans le registre mondial chez les patients ayant des métastases de cancer colorectal, et on la compare avec les résultats des séries les plus importants concernant l'hépatectomie endotherme classique, nous pouvons constater qu'il n'y a pas vraiment une différence importante entre les deux approches concernant la sécurité de la procédure, c'est-à-dire la morbidité majeure, l'insuffisance hépatique et la mortalité. Mais quels sont les résultats oncologiques à court terme? Bon, dans une étude multicentrique récemment publiée dans World Journal of Surgery, dans laquelle nous avons participé, l'ALPS a montré une résécabilité qui était clairement supérieure par rapport à la résection de temps classique, avec une progression tumorale qui était vraiment similaire à 12 mois. Et plus récemment, la survie globale et sans maladie à 1 et 2 ans, d'après le registre international du ALPS, est corrélée favorablement à celle décrite dans la série internationale d'hépatectomie en 2 temps. Et nous devons prendre en compte que cette importante série exclut de l'analyse de survie les patients qui n'y arriveront à le deuxième temps. Mais quels sont les résultats à long terme? Bon, est-ce que les hauts taux de résécabilité du ALPS se traduisent vraiment en un bénéfice de survie à long terme? Bon, il y a des études qui vont être publiées sûrement plus tôt et qui vont sûrement répondre à cette intéressante question. Et pour finir, quelles sont les perspectives futures des ALPS? Bon, le grand intérêt mondial pour cette nouvelle stratégie a motivé dans la première réunion de consensus de février 2015 à Hambourg, en Allemagne. Et voilà quelques recommandations générales à partir de ces consensus pour améliorer les résultats des ALPS. Bien évidemment, on doit finir la sélection des patients, c'est ce que je viens de dire dans la présentation. On doit standardiser la technique opératoire, en évaluant de manière plus approfondie la transection partielle du foie et aussi peut-être les alternatives moins invasives. On doit faire plus attention à la fonction hépatique qu'au volume et aussi on doit peut-être utiliser les méthodes plus sophistiquées d'évaluation hépatique comme c'est la scintigraphie à l'IDA.
Mais surtout, on doit abandonner le dogme d'une semaine entre les deux temps. Parce que, comme j'avais dit avant, c'était un responsable indiscutable d'une grande partie de la mortalité du Alpes. Et bon, le paradigme actuel du Alpes dans la plupart des centres était représenté par un premier temps très agressif, comme vous pouvez voir là-bas, avec une transection parenchymatose complète jusqu'à la vent cave, une dissection extensive de pédicules hépatiques pour mieux reconnaître les éléments de la pédicule, des résections simultanées, soit d'un tumeur primitif colorectal, soit d'un tumeur pancréatique, avec un objectif d'augmentation du volume des photophores restants. Et une semaine après, sur la base d'un critère purement volumétrique, on arrive en deuxième temps, moins complexe, avec la résection de la tumeur. Mais il semble que nous sommes dans un processus d'inversion du paradigme, avec un premier temps moins agressive, sans toucher la pédicule hépatique, avec une transection par enzymatose partielle, procédure simultanée seulement si c'est colorectal, avec l'objectif fondamental d'augmenter la fonction de photophore restant. Procédure qui pourrait être bien sûr faite par célioscopie, comme vous pouvez voir sur ces patients. Après, on fait, une fois que le patient soit prêt, avec une fonction suffisante de photophore restant, quel que soit le nombre de jours entre les deux temps, on fait un deuxième temps plus long avec la résection de la tumeur. Et ça, c'est notre proposition qu'on appelle les mini-ALPS. Et cette stratégie consiste à combiner une transection partielle de parenchyme hépatique et avec une embolisation portale droite dans la même procédure. Et comme nous avons fait sur ces patients-là, que vous pouvez voir, qui avaient un cirrhose avec un gros carcinome hépatocellulaire qui était très proche du photophore restant. Et voilà le résultat. On a eu une hypertrophie de 52% en 10 jours et les patients ont une hépatectomie droite élargie sans complications. Donc, en conclusion, l'ALPS permet des taux de résecabilité élevés chez des patients ayant une maladie avancée avec une sécurité acceptable dans les centres expérimentés. L'ALPS pourrait devenir une bonne option pour les patients ayant une petite photophore restant et soit une maladie bilobar extensive, une marche très proche du photophore restant, après l'échec de l'embolisation de la ligature portale, la nécessité d'une grande hypertrophie du photophore restant, c'est-à-dire plus de 75%, et bien sûr, comme j'avais dit dans la présentation, des préférences dans la métastase de cancer colorectal et chez les patients qui ont moins de 60 ans. Bien que l'ALPS soit une procédure en deux temps, le deuxième temps ne doit pas être effectué chez les patients en bilan hépatique anormal et un score de MEL plus de 10. Des modifications techniques moins agressives de la procédure pourraient diminuer la mortalité et morbidité du ALPS. Et dans un futur proche, des résultats à long terme nous permettront de savoir si les hauts taux de résecabilité se traduisent vraiment en un bénéfice de survie par rapport à ces stratégies de temps classiques. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On passe aux commentaires du professeur René Adam. Chers collègues, bonjour. Je voudrais vous dire que je suis très honoré que l'Académie me demande de faire un commentaire après cette brillante présentation du docteur Alvarez. Alors, je voudrais dire, je suis d'autant plus flatté que pour ceux qui sont un peu moins rompus à la chirurgie, il faut bien voir que là, vous avez eu la présentation d'une expérience d'un des groupes au monde qui a la plus grande expérience de ce nouveau type de chirurgie. Et quand je dis ce nouveau type de chirurgie, là aussi, pour ceux qui ne sont pas rompus à la chirurgie hépatique, on l'a vu avec l'éloge à M. Toupé, il y a des techniques différentes, l'imagination des chirurgiens n'a pas de limite, et il y a de très nombreuses techniques qui émergent. Mais là, plus qu'une technique, c'est un vrai changement de concept. C'est en effet la première fois, depuis l'histoire de la chirurgie hépatique, qu'on arrive à démontrer quelque chose que je vais vous montrer d'ailleurs avec une diapositive qui vient du groupe de Eduardo de Santibáñez, Miguel Ciardulo et Fernando Alvarez, c'est-à-dire que vous avez ici en vert le petit foie restant et vous avez la possibilité, 10 jours après, seulement 10 jours après, d'avoir ce petit foie restant
qui grossit de quasiment 80, parfois 100%. Et c'est la première fois dans l'histoire de la chirurgie hépatique qu'un procédé, quel qu'il soit, on a utilisé l'embolisation portale, la ligature, mais on a besoin de 1 mois, 2 mois, 3 mois pour atteindre de tels objectifs. Là, en l'espace de 10 jours, en moyenne, on a une hypertrophie de l'ordre de 75% du foie restant. Donc c'est quelque chose pour nous, chirurgiens hépatiques, qui est tout à fait nouveau. Aucune autre technique n'avait permis de démontrer ce qui vient d'être démontré, d'ailleurs de façon fortuite, par les chirurgiens allemands qui l'ont fait. Ils ont commencé une hépatectomie, ils se sont aperçus que le foie restant était trop petit, et ils ont arrêté leur transsection parenchymateuse, et par hasard, ils ont fait un scanner 10 jours après, ils se sont aperçus que le foie restant, le futur foie restant, s'était hypertrophié de manière tellement significative que ça changeait absolument tous les concepts qu'on avait de l'hypertrophie parenchymateuse hépatique bien vieille et connue de Prométhée, de la légende de Prométhée. Donc, on est là face non seulement à une nouvelle technique, mais à un changement de concept. Alors, ceci étant dit, je dirais il y a même des prolongements de cette technique. Et récemment, le groupe d'Oslo, vous savez que juste une petite parenthèse, mais la Norvège et le groupe d'Oslo se sont lancés dans la transplantation hépatique pour métastase colorectale, qui jusqu'à maintenant est une contre-indication. Pour une raison très simple, c'est que la Norvège est le seul pays au monde à exporter, certes, du saumon, du pétrole, mais également des foies. C'est le seul pays au monde où il y a plus de donneurs que de receveurs. Et donc, ils ont exploré la contre-indication que représentaient les métastases hépatiques colorectales. Et ils ont appliqué récemment ce concept du HALPS, c'est-à-dire l'hypertrophie considérable que l'on observe après une simple hépatotomie du côté du foie restant. Et vous voyez qu'ils ont, chez des malades qui veulent transplanter de métastases de colorectal, avec un tout petit foie provenant d'un donneur vivant ou d'un split, la technique consiste à faire une lobectomie gauche, à implanter le petit lobe gauche venant d'un split ou d'un donneur vivant, insuffisant à assurer une fonction hépatique suffisante, ce qui fait qu'ils laissent le foie droit plein de tumeurs en place, et ils attendent l'hypertrophie que vous voyez apparaître au fil des jours pour, dans un deuxième temps, retirer toute la partie du foie droit qui contient toutes les masses tumorales. Alors, je vous avoue que personne ne sait quel va être le devenir oncologique de cette technique, mais c'est pour vous dire qu'elle a également des prolongements, y compris dans la transplantation. Alors, ceci étant, quand on regarde un petit peu les choses, je dirais, de façon un peu, un peu extérieure, je dirais le deux temps classique. Le deux temps classique que nous avons initié, finalement, il comporte de la chimiothérapie, s'adresse à des malades qui ont des métastases bilatérales, impossibles à réséquer par un seul temps opératoire, en raison du trop petit foie restant. Et donc ça consiste à faire de la chimiothérapie. Le premier temps, on se donne 2-3 mois d'intervalle pour que le futur foie restant progresse en volume et en fonction. Et ce n'est que quand on a observé cet objectif qu'on fait le deuxième temps opératoire, qui est d'ailleurs suivi de chimiothérapie. Mais le grand inconvénient de cette technique que nous avons décrite, c'est qu'effectivement, entre le premier et le deuxième temps, ces malades qui ont en moyenne 10 à 15 métastases hépatiques dans le foie peuvent progresser de leur tumeur et sont exclus de la deuxième, je dirais, du deuxième temps de cette technique. Donc un tiers à un quart, comme l'a dit le docteur Alvarez, sont exclus de cette technique. Et c'est l'inconvénient majeur du deux temps. Maintenant, quand on compare cette technique maintenant qui est éprouvée, puisqu'on l'a décrite en 2000 et maintenant elle est utilisée très largement, à la technique du HALPS, qu'est-ce qu'on fait avec un HALPS? On suit à peu près le même schéma, mais c'est un deux temps accéléré. Autrement dit, vous voyez les deux flèches rouges, le premier et le deuxième temps, généralement, ne sont espacés que, on va dire, d'une dizaine de jours. Résultat, par définition, la faisabilité de la technique, vous ne pouvez pas avoir de ce qu'on appelle de drop-out, vous ne pouvez pas avoir de malades qui soient exclus, puisque par définition, vous n'attendez pas cette période de sélection. Et donc, la faisabilité est de 100%. Et du coup, on vous dit, finalement, c'est un énorme avantage par rapport à l'hépatectomie en deux temps. Mais la vraie question, c'est la suivante, et elle a été soulignée par le docteur Alvarez, c'est est-ce que la meilleure faisabilité de l'HALPS
qui par définition, les deux temps sont collés, donc vous ne pouvez pas exclure des malades entre les deux temps, à moins qu'il y ait un décès après la première hépatectomie, ce qui est exceptionnel, est-ce qu'elle va se traduire par une meilleure survie? Et je dois vous dire que, personnellement, je pense qu'il y a des très bonnes indications des deux techniques, et donc, on a exploré ces deux techniques à Paul Brousse, même si on a été les initiateurs du deux temps classique. Moi, j'ai tout de suite adhéré à ce nouveau concept, et un certain nombre de patients ont été tantôt opérés par une hépatectomie en deux temps, tantôt par du HALPS. Je dois dire, la seule différence qui intervenait entre les deux, c'était que le HALPS était réservé aux très petits foie restants. Pour le reste, au plan carcinologique, ils étaient tout à fait comparables. Et la surprise est venue des résultats que vous voyez, à la fois en survie globale et en survie en appariant les malades. Et vous voyez, notre surprise a été la suivante, c'est-à-dire que les résultats on ne va pas dire à long terme, puisqu'on est à 2-3 ans, on a encore une faible expérience, une vingtaine de cas, là on rapporte les 17 premiers cas, eh bien manifestement la survie après HALPS est moins bonne que la survie après hépatectomie en deux temps. Et je crois que ça met en exergue le vrai problème carcinologique auquel on est confronté, c'est-à-dire est-ce que le fait d'accélérer ces deux procédures, de ne pas avoir de procédure de sélection, chez des malades qui ont 10 à 15 métastases, finalement ne booste pas une forme d'immunodépression excessive des deux temps opératoires et finalement n'accélère pas la récidive métastatique que l'on observe. Et autrement dit, ce que l'on gagne en meilleure faisabilité, est-ce qu'on ne le perd pas en incidence plus grande de récidive et finalement en une moins bonne survie à long terme? Et finalement, de façon un petit peu, je dirais, amusante, je me suis posé la question de savoir si ça n'allait pas finalement être comme la fable de La Fontaine, le lièvre et la tortue, et si finalement d'accélérer la procédure de deux temps n'allait pas être finalement assorti à de moins bons résultats à long terme que l'hépatectomie en deux temps. Voilà. Alors je voudrais juste terminer en posant une question à Fernando, que je respecte beaucoup et qui a une très grande expérience. C'est la suivante, c'est finalement, tu proposes un changement de paradigme et tu dis, pour améliorer les résultats, je préfère proposer, ton équipe, je sais que c'est ton équipe, proposer un premier temps qui est moins agressif et le réserver au deuxième temps. Et je dois te dire que je trouve ça un petit peu illogique, pour deux raisons. La première, c'est que vous êtes le groupe au monde qui n'avait aucune mortalité opératoire dans les métastases, donc améliorer 0% de mortalité, ça va être difficile. Et la deuxième raison, c'est que tu l'as dit, 93% de la mortalité est observée après le deuxième temps. Donc je ne comprends pas très bien la philosophie qui consiste à dire on va minimiser le premier temps et rendre le deuxième temps plus important. Est-ce que tu peux aller un petit peu plus dans l'explication de cette philosophie? Voilà, merci. Bon, merci beaucoup, professeur Adam, pour les commentaires. J'ai appris beaucoup, et surtout des résultats à plus long terme. Et par rapport à votre question, ce qu'on pense, c'est que les mini-ALPS, d'un côté, peut-être, va nous permettre d'élargir l'indication. Par exemple, dans les tumeurs de Klatskin. Donc, il va être presque une embolisation portale, parce qu'on va faire un geste tellement moins agressif dans les premiers temps, et on va arriver à le deuxième temps avec un patient peut-être un meilleur état général. Mais aussi, ça permettrait d'avoir plus d'hypertrophie, et aussi, on ne va pas toucher les pédicules hépatiques. Parce que, comme on sait d'après les registres, les patients qui ont les Klatskin et les cancers de la vésicule ont la plus de mortalité. Et en fait, on pense que c'est pour plusieurs raisons. On a des patients qui sont infectés, on a des patients qui sont malnutris, mais aussi c'est un chiot aussi des pédicules hépatiques. Donc si on a un pédicule qui s'est inflammé, dans la deuxième chirurgie va être très difficile. Et aussi, les mini-ALPS va permettre d'avoir les non-tâches principes de la chirurgie de Klatskin. Donc on pense qu'au moins pour les Klatskin, ça va permettre d'avoir de meilleurs résultats. Et par rapport à la métastase colorectale et pour le reste des tumeurs, bon,
Ce qui est vu dans les registres, c'est que les patients n'arrivent pas dans un bon état général à le deuxième temps. Donc, si on fait moins d'agressions dans le premier temps et on arrive avec un patient qui est plus mieux, peut-être qu'il va supporter mieux la deuxième chirurgie et peut-être les résultats après la deuxième chirurgie vont changer. Parce qu'en fait, le problème était la sélection des patients avant la deuxième chirurgie. Il y avait beaucoup de patients qui ont été opérés avec de l'insuffisance hépatique déjà. Donc, si on a les 2 fois, il y en a d'insuffisance hépatique, c'est très difficile que si on enlève les foies malades, ce patient ne va pas avoir l'insuffisance hépatique, il ne va pas mourir. Donc, on pense qu'on va arriver avec un meilleur patient en termes de fonction hépatique surtout, et moins de complications aussi, et on va pouvoir faire un deuxième temps qui va être presque le même que seulement avec une embolisation portale, parce que les pédicules hépatiques n'étaient pas touchés, donc la chirurgie va être la même que dans le premier temps. Ça, c'est le principe qu'on a pensé. On combine les non-touch techniques et oncologiques et le fait de faire seulement une partition partielle de foie. J'espère devoir répondre. Merci, Merci beaucoup. pour la réponse. On va ouvrir la discussion. Monsieur Wismuth. Oui, merci d'abord. Je voudrais vous demander, dans les techniques que vous avez parlé de techniques alternatives, vous pensez également à ce qui a été décrit comme le AIR-ALPS, c'est-à-dire le ALPS par radiofréquence, dans lequel la section hépatique est faite par radiofréquence, donc sans ouverture du parenchyme, avec l'objectif de diminuer l'une des complications principales, les fuites biliaires, les hémorragies, etc. Première question. Deuxième question, bon, je ne vais pas dire, je m'adresse aussi à René Adam, mais vous décrivez une technique en disant, une technique, et René dit, c'est un changement total de concept. Alors maintenant, ma question, c'est, mais par quel mécanisme? Parce que vous dites, il suffit de couper peut-être même un petit peu le foie, ce que vous faites dans le ALPS partiel, et voilà que l'hypertrophie hépatique devient extraordinaire. Moi, je crois que ce serait très intéressant de s'arrêter sur le mécanisme, qui n'est pas très clair, pour chercher comment peut-être le remplacer. Parce qu'il n'est pas sûr que ce soit la résection hépatique en elle-même qui soit responsable de cela. Bon, merci beaucoup, professeur Wismuth. Bon, par rapport à la première question, peut-être mieux la deuxième. Oui. Bon, la question était les mini-ALPS et la première, la radiofréquence. Pardon. Bon, par rapport à la radiofréquence et les alternatives moins invasives, c'est vrai qu'on est tous pensé que si on fait un premier temps moins agressif, les deuxièmes temps, peut-être on va arriver mieux. Et en fait, il y a un groupe qui a décrivé ça, la micro-ondes et même la radiofréquence pour couper la circulation collatérale entre les 2 fois. Et en fait, il y a un groupe espagnol aussi qui a fait un lac autour des foies pour induire les mêmes choses. Et je pense que c'est une alternative tout à fait acceptable, soit faire un coupe par la paroscopie, que c'est ce qu'on propose, et au faire de brûler les foies, soit si on va faire une hépatectomie droite ou une hépatectomie droite élargie, on peut faire. Et le principe, c'est aussi qu'on a fait une hépatectomie droite élargie, c'est de couper les branches collatérales qui vont de les ressources de Rex dans les 4. Donc, on, d'une certaine manière, fait la même chose qu'une embolisation portale plus le segment 4, mais on sait que l'embolisation portale plus le segment 4 est fait dans pas beaucoup de centres dans le monde entier. L'MD Anderson a beaucoup d'expérience. Il dit que c'est 5% seulement l'embolisation accidentale des futurs forestants. Mais la réalité est qu'il n'y a pas beaucoup de centres qui peuvent le faire et peuvent le faire de manière sécure. C'est une question? Oui. La deuxième question par rapport à pourquoi on pense qu'on va obtenir cette hypertrophie. Bon. Et oui, il était décrit dans la rate, en fait, on pense que c'est en fait multifactoriel. Il y a plusieurs facteurs. Et ce qui était décrit dans la rate et qui était publié par Clavien dans Science Surgery, c'est que quand on fait un coupe de le foie, soit dans le foie, ou si on fait
un traumatisme de les reins, de la rate ou des poumons, et on injecte soit les sérum de l'ALPS ou des autres rates, c'est la souris, et on injecte les sérums dans un patient qui avait seulement, dans un souris qui avait seulement une ligature portale, ça peut induire la même hypertrophie que l'ALPS. Donc, il y a des facteurs de croissance qui sont libérés, pas seulement dans le foie, sinon de manière systémique. Et peut-être en fait, c'est pour ça qu'on doit vraiment, quand on va choisir un patient pour l'ALPS, vraiment de penser si on doit prendre le risque-bénéfice dans un patient qui il a déjà une maladie très agressive, si on va faire une stimulation globale, peut-être de la cellule microscopique qui sont partout dans le corps. Donc ça c'est peut-être une explication de pourquoi les patients après, ils récidivent peut-être d'une manière plus agressive et aussi qu'on ne peut pas les réséquer. Mais ce n'est pas seulement un facteur inflammatoire et des facteurs de croissance qui sont libérés, c'est aussi un facteur mécanique qu'on a déjà dit, que c'est découpé la collatérale, les veines qui sont collatérales dans le foie. Mais aussi, il y a des facteurs hémodynamiques aussi, c'est ce qu'on pense, c'est ce qui est décrit dans la littérature. Et en fait, ce qu'on avait trouvé, c'est par exemple un patient, on a fait le premier temps d'ALPS, on a pris la pression portale dans le premier temps, on a clampé la veine porte droite et la pression portale est montée à 22. On a attendu 10 jours et après, dans le deuxième temps, la pression portale il est baissée à 16. Donc peut-être il y a aussi un phénomène hémodynamique, l'artère hépatique droite qui artérialise les foies malades, peut-être il fait comme un buffer pour l'hypertension portale qui se va dérouler dans les futurs foies restants. Donc c'est multifactoriel. Petite question, docteur Bianier. Fernando, qu'est-ce que tu fais si lors d'une intervention chirurgicale programmée pour un ALPS, tu trouves un tout petit nodule de carcinose de 2 mm de diamètre dans le péritoine de l'hypocondre droit? Tout à fait enlevable, non? Merci beaucoup, Benjamin, c'est une question géniale. Parce qu'en fait, ce qu'on a trouvé, on avait une mauvaise expérience, en fait, tu connais la malade aussi, et on avait un patient qu'on a pensé à faire un ALPS. Il avait un petit nodule ovarienne qui était trop petite. On avait fait la consulte avec les gynécologues et tout, et l'imaginologue. Il dit qu'il n'était pas un tumeur. Donc on fait l'ALPS et entre le premier et le deuxième temps, ce petit nodule qui était 2 cm, grossit à 14 cm. Et les patients, finalement, ont fait le deuxième temps d'ALPS. On a décidé de ne pas faire la chirurgie de ces tumeurs, mais après les chirurgiens colorectales essayaient de reséquer les tumeurs pelviennes, n'était pas possible. Et après, le patient est mort 2 mois après. Donc maintenant, on vraiment sélectionne les patients qui n'ont pas de maladies extra-hépatiques, parce qu'on sait que les facteurs de croissance peuvent faire un vraiment grossissement des tumeurs, n'importe l'endroit. Peut-être le seul patient qu'on pourrait choisir, c'est un patient qui a de la maladie extra-hépatique pulmonaire, mais très limitée. Merci beaucoup, docteur Alvarez. Merci beaucoup.